Tourmagne, tour gallo-romaine. Ben voilà, c'est fait. Salut à toi Mini Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la roue s'arrête, bienvenue dans cette vidéo. Et comme vous pouvez le constater, il y a du matériel au large sur cette table, puisque vous vous en doutez, si vous avez cliqué sur le lien, vous savez de quoi nous allons parler. C'est donc le débrief du fameux challenge du Tourmagne que j'ai accompli en mai, qui consistait à rejoindre à la pédale, en gravel, Melun-Nîmes, 972 km pour un peu plus de 12 000 de D+, donc une belle aventure accomplie en 5 jours. Et j'ai pensé que c'était utile de vous dire quel matériel j'utilisais, ce qui était utile, pas utile, parce que ça pourra vous inspirer pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer soit dans cette aventure ou toute aventure de bikepacking ou de voyage à vélo. Dans la seconde partie, je vous parlerai de l'aspect physique et mental lié en fait à cette aventure. Et puis dans la troisième partie, je vous redonnerai quelques anecdotes que vous n'avez pas vues dans les vidéos précédentes. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les regarder puisque cette vidéo vient conclure en une série de 4 vidéos. Dans la première, je vous avais présenté le challenge. Les 2 vidéos centrales, c'est le challenge en lui-même, la vidéo d'abord où j'ai roulé avec Mr. Fall pour les 200 premiers kilomètres, puis le reste du challenge que j'ai accompli seul, et puis cette dernière vidéo qui vient donc ponctuer cette série de vidéos consacrées au challenge du Tourmagne. Petit rappel pour ceux qui découvraient cette vidéo, le challenge du Tourmagne, on la doit à ces 2 gars, Léon Giron-Max et Marie-Antoine Barret, qui en 1897 à la pédale ont donc accompli ce parcours assez incroyable, la première aventure, on va dire, une des premières aventures de voyage à vélo, de bikepacking, puisque l'un dessinait, l'autre écrivait merveilleusement bien, et ils nous ont raconté dans ce livre cette aventure. Ils racontaient surtout tous les villages par lesquels ils sont passés, et l'actuel patron de Zéphal, Mathieu Brunet, a eu l'idée de rejoindre tous ces villages par une belle trace gravel pour ouvrir le challenge du Tourmagne. Et Tourmagne doit son nom à la tour gallo-romaine qui est située à Nîmes, en haut des jardins de la Fontaine, la Tourmagne. Allez, on regarde maintenant tout le matériel qui était utile ou pas pour accomplir ce challenge. La bonne nouvelle, c'est que cette vidéo est soutenue par Meltonic. Et vous voyez, j'ai mis le casque assorti au produit Meltonic pour l'association du mot miel avec tonique, puisque l'ensemble des produits est à base de miel, fabriqué en France, du côté de Nantes, avec plusieurs engagements, notamment des engagements biologiques, et ils reversent 1% de toutes leurs ventes pour le soutien des abeilles, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les abeilles sont particulièrement menacées avec toutes les modifications que l'on connaît, notamment climatiques et les produits chimiques. Surtout si je choisis de collaborer avec eux, c'est pour différentes raisons. La première, c'est que cette entreprise fondée en 2014 est le fruit de la collaboration entre un fils d'apiculteur et un ancien sportif de haut niveau qui avait participé aux Jeux Olympiques en 2012 au niveau de la voile. Ils ont développé d'abord une gamme de produits orientés pour le trail et puis rapidement sur la longue distance et naturellement adoptés au vélo. La seconde raison pour laquelle moi j'ai choisi de collaborer depuis le printemps avec Meltonic, c'est qu'ils ont une grande diversité de produits, même si la base est le miel. On va trouver aussi bien des produits sucrés, d'ailleurs tiens, j'ai une abeille qui vient me voir, salut, t'as reconnu ton copain, des produits à la fois sucrés à base de miel, bien évidemment, mais également, comme ici, cajou, fleur de sel, des produits salés. Et on sait très bien que sur le long, une fois qu'on a pris des gels énergétiques, une fois qu'on a pris des choses sucrées, rapidement il y a un effet de saturation, surtout quand il fait particulièrement chaud, et on a besoin, enfin notre organisme a besoin de salé. Particulièrement sur un challenge comme le challenge Tourmagne, longue distance, où là on a vraiment besoin d'apport de sel. Et d'ailleurs, ça a été une partie importante de mon alimentation, pas que, mais ça a constitué le fonds de commerce. Et j'avais pris pour 5 jours, j'avais fait des petits sacs que j'avais mis dans mes sacoches, étudiés pour chacune de ces 5 journées. On a également pour le matin des systèmes de tonic boost à base de miel et de gelée royale, cure de 10 jours. Vous avez également des produits qui permettent ici l'anti-frottement, c'est très important sur longue distance. Moi j'avais emporté, ça m'a beaucoup aidé. Ils proposent même un gel de récupération, des bidons, des boissons énergétiques qu'on peut avoir soit en sachet individuel. Moi c'est ce que j'avais emmené, j'avais pris plusieurs sachets. Pour la longue distance, c'était plus pratique. J'avais pris 2 sachets, soit 10 sachets au total pour en avoir un le matin et l'après-midi. Mais au quotidien, je prends plutôt en gros volume pour remplir mes bidons.
On a également des sels de protéines, on a également du magnésium, très important parce que le magnésium, souvent, la plupart de nous en manque souvent, surtout quand on fait du vélo. Et si vous voulez découvrir la gamme Meltonic, eh bien vous pouvez commander comme ici le pack Cyclo. Et grâce au code GravelMelto, eh bien vous avez 10% sur chacune de vos commandes. Tout le descriptif est sous la vidéo. Profitez-en, testez ces produits qui sont vraiment de grande qualité. En tout cas, moi, je vais collaborer avec eux encore pas mal de temps. Et même si demain, ils ne souhaitent plus collaborer avec moi, moi, je vais continuer avec eux parce que je trouve juste leurs produits excellents et surtout, qui est très important, pas du tout écœurant. Commençons d'abord par la bête que j'ai utilisée et qui était quand même l'élément central, à savoir le vélo. C'est ici un vélo titane de chez Lyon 88 dans les Vosges, le Gra-All pour contraction de Gravel All Road. C'est donc un vélo tout chemin à caractère sportif puisqu'on a des bases très courtes, 410 mm. Là où les gravel classiques sont plutôt autour de 420, 425, voire 430 pour certains. Donc un vélo dans lequel on peut vraiment rouler à la fois en confort grâce au titane, mais quand même de manière très dynamique et sportive. Et pourquoi j'utilise ce vélo? Tout simplement parce que c'est le mien et qu'il est surtout réalisé sur mesure, qui m'a permis un confort total. Et je commencerai tout de suite par dire qu'au bout de 1000 bornes, j'ai eu aucun souci. Quand on voit sur la longue distance, toutes les personnes qui ont des problèmes de genoux, des problèmes de paume des mains, des problèmes de fessiers, honnêtement, moi c'est quelque chose que je n'ai pas connu, un confort vraiment absolu. Équipé avec le groupe SRAM Force Explore AXS, donc un groupe électrique, j'avais un plateau qui n'est pas celui que vous avez ici sur la vidéo, un plateau de 40 à l'avant et une cassette à l'arrière 10-44. Alors on m'a souvent entendu dans la vidéo dire que le braquet n'était pas tout à fait adapté. Le braquet Explore en monoplateau est un braquet très bien adapté pour le gravel. Mais lorsque le vélo était chargé avec les sacoches de fourche à l'avant, la sacoche à l'arrière, les sacoches centrales, ce vélo, il est à peu près à 8,5 kg. Mais quand j'avais rajouté tous les sacoches, tout l'équipement que vous avez là sous vos yeux, j'avais quasiment rajouté pas loin de 10 kg à ce vélo. Donc forcément un vélo qui est plus lourd, dans les bosses on le sent. Et c'est vrai que 10,44 c'était un peu juste. Alors certains m'ont dit tout de suite dans les commentaires, mais si tu étais en double plateau, tu n'aurais pas eu ce problème. Pas vraiment messieurs, parce que pour ça il faut regarder le ratio. SRAM fait quand même plutôt bien les choses. Quand on prend les braquets classiques, je dis bien les braquets classiques, hein, pas les braquets avec les montages spéciaux dont je parlerai juste après. Avec les braquets classiques, à savoir plateau de 40 à l'avant et grosse couronne de 44 à l'arrière, vous avez un ratio à peu près de 0,91 qui va dépendre à peu près de la taille de vos pneus et donc de la circonférence. C'est-à-dire qu'en un tour de pédale, vous avancez de 0,91 à peu près en termes de distance. Si j'avais un double plateau, on va dire un classique par exemple, si j'étais chez Shimano avec 48-31 et donc une cassette classique qui serait à l'arrière de 11,34. Et bien si j'avais le petit plateau de 31 donc à l'avant et la cassette de 34 à l'arrière, je vous donne en 1000, quel ratio j'aurai? Eh bien j'aurai un ratio de 0,91. Donc en fait, double plateau ou monoplateau, avec ce type de plateau, on a exactement le même ratio. Alors, que faire dans ces cas-là? Soit quand on est en double plateau, c'est passer sur un braquet, ce qu'on appelle un peu mulet, c'est-à-dire en fait vous prenez un double plateau, mais vous mettez une cassette de monoplateau à l'arrière. C'est souvent ce que fait d'ailleurs Axel Carion. J'ai vu que Julien Rabi avait fait également ce montage-là, c'est-à-dire vous mettez une cassette 11-42. Alors normalement Shimano dit que ça passe pas, mais en fait le 42 il passe, bon, à ras les oreilles, mais il passe. Donc effectivement là si vous avez 31-42, vous pouvez grimper aux arbres. Et lorsqu'on veut rester en monoplateau, à ce moment-là, il faut passer sur une cassette de VTT à l'arrière. C'est ce qu'avait fait Mr. Fall, c'est-à-dire un départ 10,50 voire 10,52. Et à ce moment-là, vous avez un braquet qui vous permet de passer sur les endroits les plus pentus avec beaucoup de poids. Donc c'était à refaire sur un vélo très chargé avec le dénivelé, 12 000 quand même, je modifierai ce braquet. Pour le reste, je garderai la configuration, sachant que la scie roue-là, ce n'est pas celle que j'ai utilisée, c'était celle-ci. Artisanale de chez Asterion. Au bout de 1000 bornes, il faut dire que ces roues sont vraiment bien. Des rayons ligaturés, des jantes basses très légères, très réactives. Et puis j'avais les excellents pneus Hutchinson Touareg fabriqués en France. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait 2 vidéos consacrées à Hutchinson. J'ai fait la visite de l'usine, donc ils sont fabriqués en France. Une excellente qualité. Je trouve les Touareg, ils sont bons sur les chemins, ils sont bons sur la route. Alors,
Bien sûr, quand c'est très très gras, ils vont manquer un peu de grippe, mais vraiment, de toute façon, le gravel, c'est toujours des compromis, hein. C'est des compromis en termes de cadre, c'est des compromis en termes de pneus, et là, je trouve que les Touareg, maintenant, je leur ai mis plus de 2000 bornes dans la tête, et il y a toujours les crampons, ils sont pas usés, et je pense que je vais encore faire des milliers de kilomètres avec, donc je trouve que le rapport qualité-prix est excellent, vraiment très très bonne roue et très bon. Tout mon matériel était dans des sacoches de bikepacking, sacoche Zefal. Ici, la sacoche de sel, c'est une sacoche donc de 17 litres. J'avais deux sacoches comme ceci à l'avant sur la fourche qui sont des sacoches de 6 litres. Mais attention sur la fourche, le poids maximum est de 2,5 kg. Sinon, on risque notamment sur des fourches carbone, enfin 2,5 kg à 3 kg, ça dépend des constructeurs. On risque d'arracher les inserts en aluminium qui sont dans la fourche carbone. Donc c'est pas fait pour mettre trop de poids. Mais par contre, 6 litres, on peut mettre du volume. J'avais la sacoche de cadre, 2,5 litres. Cette sacoche à l'avant, sacoche de cintre, également donnée pour 2,5 litres. Et sur le dessus, une petite sacoche qui doit faire un peu moins d'un litre ou un petit. Alors à l'arrière du vélo, cette sacoche de sel, c'est une 17 litres, donc on peut mettre des affaires. Et le gros avantage, c'est qu'elle est très large et qu'elle descend très bas. La chose très importante dès que vous mettez une sacoche de sel avec pas mal de matos, le problème qu'on a surtout quand on vient de la route, c'est que ça va être très agréable parce qu'on risque d'avoir une selle qui se balance. Pour ça, il y a une solution très simple. Hop, tout est ici. J'utilise ce système-là qui est de la marque WOHO, W-O-H-O. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un support que vous venez mettre en fait sous votre selle, comme ceci, ça fait comme un U. Et en fait, bien votre sacoche, elle vient tout simplement se coincer et en fait, elle ne bouge plus. En fait, elle va être stabilisée tout le long. Et petit bonus, on a ici des trous, taille de porte-bidon, qui permet, le cas échéant, de rajouter de porte-bidon à l'arrière, un peu version triathlète. Et j'avais en plus ce qu'on appelle un foot poche, donc avec une petite sacoche qui se met ici au niveau de votre potence, qui permet soit de mettre un bidon, ou de mettre de la nourriture très facilement accessible lorsque l'on part. Et ça, c'est quelque chose que je ne changerai pour rien au monde. J'avais prévu le mode bivouac, donc forcément dès que vous partez en mode bivouac, vous allez rajouter des choses. Si j'avais fait une stratégie hôtel, j'aurais emmené moins de choses, j'aurais donc eu moins de sacoches, j'aurais donc été plus léger et donc peut-être que mon briquet aurait été suffisant. Donc je suis parti avec une tente ici qui est de la marque Big Agnès. J'ai choisi cette tente parce qu'elle est ultra light, elle fait guère plus d'1 kg, ultra légère. Attention, qui dit légèreté, dit fragilité. Comme matelas, j'ai un matelas qui fait à peu près dans les 500 grammes de la marque Sea2 Summit. J'avais avant un Décathlon, le poids est le même, mais le confort est un petit peu meilleur avec le celui-là, mais il n'est pas plus compact finalement, mais en tout cas, il a bien fait le job. En termes de sac de couchage, on peut guère faire plus compact. Sea2 Summit, ultra compact dans cette sacoche. Alors attention, ça c'est idéal pour le voyage, mais lorsque vous avez fini, là je l'ai remis pour la vidéo, il faut le mettre dans un sac plus grand. Si vous le laissez comme ça, vous allez écraser tout le duvet qui est à l'intérieur et vous allez l'abîmer. Par contre, c'est ultra compact et ultra léger. Et donc si on prend l'ensemble de ça, plus j'avais amené un sac qu'on appelle, j'ai horreur de ce nom, on appelle ça un sac à viande, mais je préfère un drap de soie, c'est voilà, plus agréable, qu'on va glisser dans le sac de couchage et qui apporte une petite touche de confort, surtout quand on a transpiré toute la journée. Donc voilà quel était mon équipement de nuit, et j'avais en plus, mais je ne l'ai pas retrouvé au moment de préparer mon matériel, un petit oreiller très léger, pareil, gonflable, pour apporter un peu de confort. Tout ceci était situé dans la sacoche à l'arrière, donc facilement accessible. En termes de vêtements, donc au niveau du jersey, j'avais ce maillot, le petit vélo. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il est en mérino, et le grand avantage du mérino, c'est quand vous transpirez toute la journée, ça sent jamais mauvais par rapport aux matériaux synthétiques. Donc pour le voyage à vélo, pour la longue distance, c'est très agréable. C'est relativement chaud et comme j'ai une température assez fraîche, ça m'a bien servi. Par contre, partir en plein cagnard avec, le choix se poserait. J'avais en bas un seul cuissard, j'ai emmené qu'un cuissard qui est un cuissard ici de la marque Asos, et surtout, quelle que soit la marque, prenez un cuissard cargo, c'est-à-dire un cuissard avec des poches. Moi, ça m'a énormément servi, vous avez vu dans la vidéo, j'ai pu mettre de la nourriture, je mettais la caméra, je mettais mes gants, un bonnet, vraiment c'est très très pratique d'avoir ces poches sur les côtés, on prend des choses, on les enlève, ça c'est vraiment un grand confort. En termes de sous-maillot, j'avais un maillot manche courte ici, et j'avais emmené
un maillot également en mérino manche longue que j'ai bien fait d'emmener parce que j'ai rencontré moi des températures négatives. J'avais en plus ici un gilet coupe-vent sans manches, très bien. J'avais emmené 2 paires de chaussettes. C'était pas forcément utile, une seule aurait peut-être suffi, mais j'ai eu les pieds trempés à un moment, donc j'ai été content d'avoir les pieds au sec. J'avais également des jambières, ça c'est indispensable. J'avais également des manchettes, également indispensables. Tour de cou, alors celui-là c'est pas le mien, je l'avais oublié, et c'est celui prêté par Mr. Fall, donc maintenant que la vidéo est faite, je vais pouvoir lui renvoyer. J'avais également des couches-chaussures qui m'ont beaucoup servi, c'est pas des couches-chaussures qui tiennent chaud, mais ce sont des couches-chaussures de pluie de la marque Endura. Bon, ils ont un peu morflé parce que dans un passage, j'ai dû marcher un peu et marcher des couches-chaussures, malheureusement ça les abîme, mais il y a eu très froid, j'ai eu pas mal de pluie, donc j'étais content de les avoir. Un bonnet indispensable ici, c'est un bonnet de ski de fond haut de l'eau que j'ai depuis 10-15 ans, ce bonnet increvable. Il est très fin, donc c'est parfait sous un casque. J'avais également une veste de pluie qui n'était pas celle-ci, parce que ces 2 accessoires que sont mon casque et la veste de pluie, malheureusement m'ont été volés dans le bus qui m'a ramené depuis Nîmes. Donc j'avais pas ce casque, j'avais un casque avec une lumière que je n'ai malheureusement plus, ni la veste de pluie qui était toute neuve puisque je l'avais depuis 2 jours. J'avais également donc des gants courts, j'avais également des gants longs, ça c'était indispensable parce qu'il a fait froid. Les chaussures, une seule paire qui sont mes chaussures à lacets spé que j'adore parce que c'est comme des pantoufles. Ma doudoune, alors ça elle m'a beaucoup servi, j'adore cette doudoune, c'est une doudoune de la marque Rafa et pourquoi j'adore cette doudoune? Bien parce qu'elle est super compacte, un peu comme ce principe See to Summit, en fait on peut vraiment les compacter et bien évidemment faut pas les laisser, ça c'est bien pour le voyage à vélo, mais faut pas les laisser compacter puisque sinon vous les abîmez. Et j'avais également une veste ici en Gore-Tex pour la pluie qui m'a également pas mal servi, notamment la dernière nuit où j'ai quasiment roulé toute la nuit et quasiment une grosse partie sous la pluie, donc là le Gore-Tex c'est vraiment top et ça m'a permis de traverser la nuit. Donc en termes de vêtements, j'avais ni trop ni trop peu, j'avais simplement emmené un petit short Decathlon qui doit coûter 5 ou 6 euros. C'est un short avec, c'est très glamour, hein, avec un slip intégré, mais c'est très pratique parce que comme ça le soir, quand vous arrêtez dans votre duvet, ça permettait d'enlever le cuissard, de se mettre en short, c'est très léger et d'être un peu confort, ça laisse un peu le cuissard un peu le temps de sécher, puis ça permet d'éviter de porter le même cuissard pendant 5 jours et d'avoir éventuellement des irritations, des problèmes de mycose. Puis évidemment le gilet réfléchissant, c'est indispensable. La ceinture cardio, alors pour la petite anecdote, j'ai eu aucun problème de santé, ni mal au genou, ni mal nulle part, et le seul problème que j'ai eu c'est avec la ceinture cardio, pas pendant le challenge, mais après le challenge, 2-3 jours après, j'ai plein de boutons qui sont apparus là-bas, exactement sous le passage de la ceinture, au niveau notamment des contacteurs, parce que je ne l'ai pas enlevé pendant 6 jours d'affilée, et avec la transpiration, je pense que ça a dû faire une irritation, et voilà, donc ça c'était pas forcément la bonne stratégie, et est-ce qu'on a besoin d'une ceinture cardio pour le bikepacking ? Ça se discute. J'avais en plus ici, donc c'est alors je l'ai pas parce que je l'ai prêté à un ami, là j'ai juste la gamelle, j'avais un réchaud, on peut mettre, qu'on peut poser en fait sur un foyer avec une cartouche de gaz qui permet de faire chauffer, parce que j'avais emmené de la nourriture lyophilisée, je voulais en faire cette expérience. C'était pas mal parce que il y a des moments j'avais faim, donc c'est quand on trouve pas grand chose, au moins on a sa nourriture avec soi, mais ça rajoute quand même beaucoup de poids, enfin ça c'est très léger, mais la nourriture lyophilisée, si vous prenez plusieurs sachets, c'est quand même du poids. Est-ce que je le referais ? Ça dépend, ça se serait vraiment à réfléchir, ça dépend de où je partirais et à quelle périodicité. J'ai voulu essayer et à un moment donné j'étais quand même content de manger chaud et de manger plutôt consistant. Alors côté maintenant matériel réparation électronique, donc sous le vélo j'avais ce porte-bidon de la marque DOM. Alors je le trouve vraiment très bien parce que il a un velcro. Donc ça évite quand vous roulez, alors votre bidon tout seul il tient pas, il tient qu'avec le velcro, mais au moins votre boîte à outils comme ça, bien vous ne la perdez pas. Et dans cette boîte qui est également une boîte Zefal, j'avais l'indispensable chambre à air, un multitool qui dispose de tout ce qu'il faut de la marque Parktool, et surtout dessus j'ai un dérive chaîne donc qui permettait de réparer ma chaîne, une cartouche, j'en ai même 2 qui m'ont servi pour refaire claquer mon pneu lorsque j'ai eu un problème de tubeless, un petit lubrifiant de secours, petits inserts entre les plaquettes s'il fallait faire de bricolage, percuteur pour la cartouche
de CO2. Dans cette petite boîte, un maillon rapide de rechange, des rustines autocollantes et j'avais un petit démonte-obus. En termes d'électronique, j'étais parti avec un powerbank. Ludo Flamme reconnaîtra son autocollant. Powerbank de 20 000 mAh. Alors je vous donne pas spécialement la marque parce que c'est un truc que j'avais acheté chez Boulanger. C'est une brique, ça pèse 1 tonne, mais ça a bien fait le job. Alors je sais qu'il y a des bien plus légers. Alors les plus légers, je crois que c'est la marque Anker qui fait des powerbanks légers, mais bon, celui-là fonctionne, donc il a fait le job. En termes de batterie, je vous déconseille, j'avais acheté un peu à l'arrache une batterie solaire. Celle-là est absolument nullissime. Et en fait, ça ne rechargeait pas. Et en regardant un peu sur les forums, celle-ci, pour qu'elle soit chargée, il faudrait qu'elle soit 4 à 5 jours en plein soleil pour espérer avoir une charge. Donc autant dire qu'en vélo sur une sacoche, c'était mort. Le mieux, le top du top en termes de batterie solaire, c'est celle-ci. C'est la Sunslice que j'ai reçue malheureusement juste après mon départ. J'aurais dû partir avec celle-ci et elle se déroule. Là, elle a des plaques ici qui permettent de capter le soleil. Ici, il y a un accumulateur, il y a toutes les prises qui vont bien pour la charger. Et celle-ci, je l'ai testée depuis et elle charge très vite et vraiment excellente. C'est très léger, c'est très bien fini. Donc moi, je vous recommande vraiment, si vous voulez une batterie d'appoint chargeur solaire, la Sunslice, vraiment, elle est excellente. J'avais également en termes d'éclairage, donc ici un chargeur rapide avec 2 prises USB et j'ai un câble ici multifonction et qui permet d'avoir en fait les raccords standards. On a la prise Lightning pour les iPhones, parce que j'ai un iPhone. On a la prise micro USB et on a une prise USB-C. Et en termes de lumière, j'avais ici la lumière Olight. Alors, l'avantage de cette lumière, c'est qu'elle éclaire vraiment très bien, très loin. L'inconvénient, c'est qu'elle est un petit peu lourde. Et moi, j'ai eu un souci, en fait, mais c'est de ma faute. Je l'avais installée à l'avant et le bouton se trouve en dessous. En cherchant des choses dans ma sacoche, j'ai appuyé sur le bouton en pleine journée. J'ai allumé la lampe, mais comme on était en plein jour, j'ai pas vu qu'elle était allumée et j'ai déchargé en fait ma batterie. Et quand le soir fut venu, je fus comme la fourmi fort dépourvu. Enfin non, comme la cigale plutôt dans l'histoire, fort dépourvu. Et j'ai trouvé que l'autonomie était bonne, mais pas excellente non plus par rapport à l'ancienne version qui était la 3005. Mais pareil, si vous intéresse, il y a un petit code promo. J'avais 2 lumières à l'arrière ici en recharge USB-C, lumière Olight. Vous avez le lien d'ailleurs sous la vidéo avec un petit code promo pour les personnes qui sont intéressées. Et ce qui est bien cette lumière, c'est qu'elle est super facile, elle dure longtemps, on peut la clipser, la déclipser et donc je l'installe directement sur la sacoche. Donc ça c'est parfait. Et j'avais une seconde lampe de secours qui est une lampe de la marque Sigma qui n'éclaire pas terriblement, mais par contre l'avantage c'est qu'elle marche à pile. Les piles durent 1 mois quoi. Enfin on peut rouler toutes les nuits pendant 1 mois quasiment. On n'a pas une très grande visibilité. En secours c'est bien à l'arrière d'avoir de lumière. Pour ma cantine j'ai une petite cuillère en titane. Ça m'a été donné par Komoot, donc fort pratique. Des riselants pour faire des réparations rapides. Je l'ai pas repris là, mais j'ai également un scotch un rouleau de scotch noir, vous savez, qu'on va mettre par exemple autour des cintres ou pour fixer des choses. Ça c'est toujours très pratique. Le compteur, c'est le compteur que vous connaissez et que j'ai présenté dans une vidéo la semaine dernière. Donc c'est le compteur Hammerhead Karoo 2. La question qui revient souvent, c'est la question de l'autonomie. Mais vous voyez, j'ai fait 1000 bornes avec Sofiane Saïli, qui est quand même une référence, qui a gagné le Tour Divide, qui consiste quand même à rejoindre le Canada au Mexique, donc 4500 km vertical en passant par les Rocheuses. Il a fait avec ce compteur, avec l'autonomie qu'on lui connaît. Donc je pense que c'est pas tout à fait un problème lorsqu'on en prend en considération. J'avais un système Shepherd en fait, qui est un système aimanté, hop, que j'avais mis en fait sur mon cintre, qui m'a permis, donc j'aime bien ce système, j'en ai testé plusieurs. Ah bah, il est tellement aimanté que j'arrive pas à l'enlever. Si j'avais en plus donc une pompe et des mèches en cas de crevaison, mais ça c'est directement fixé sur le vélo et c'est également une pompe Zefal et un kit de mèches Zefal qui sont fixés sur les porte-bidons. Deuxième partie, l'aspect physique et l'aspect mental. L'aspect physique, moi qui viens de la route, pendant très longtemps, lorsque je faisais une sortie de route de 100 km, bah, j'avais fait une grosse sortie et l'été avec les clubs, quand on faisait 120, 150 km, ben c'était le bout de ma vie. J'ai l'impression que j'avais fait une énorme sortie. Il y a quelques années, vous m'auriez dit que j'allais faire 1000 km en vélo et en gravel en particulier. J'aurais dit jamais de la vie, jamais j'aurais imaginé que j'allais faire ce genre de choses un jour. Et surtout, jamais j'allais imaginer que j'allais y prendre autant de plaisir, autant de satisfaction. Je dirais même que dans ce parcours, je me suis vraiment senti complètement
aligné avec moi-même. Partir avec des sacoches, partir avec du matériel, faire du bivouac. Certains m'ont dit mais vous êtes fous de faire autant de kilomètres. Je peux vous garantir que non en fait. Lorsqu'on y a goûté, lorsqu'on s'est préparé à ce voyage, le flux émotionnel est tel que maintenant que c'est terminé, ça fait bientôt 2 mois, on n'a qu'une envie en fait, c'est d'y retourner. Ce qu'il faut comprendre pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est que dans un voyage à vélo de type bikepacking, mais qu'on a sans doute ça lorsqu'on fait un back in man, lorsqu'on fait une race cross France, donc des événements un peu plus structurés, un peu plus organisés, on va vivre toutes les émotions d'une vie dans un temps très condensé. On va vivre des moments de joie, des moments d'euphorie, des moments d'enthousiasme, mais on va alterner avec des moments de doute, des moments de peur, des moments de questionnement profond et des moments d'euphorie. Enfin, tout ceci se mélange en permanence et ça, c'est extraordinaire en fait de vivre en fait une vie condensée en quelques jours. L'autre chose qui me plaît énormément, c'est que on fait de belles rencontres. On rencontre beaucoup de gens. Quand on voyage à vélo, quand on a des sacoches sur un vélo, on attire vraiment la sympathie, on attire même la compassion des gens. Moi, chaque fois que j'ai eu besoin d'un service, de trouver de l'eau, de trouver à manger, que vous demandez à quelqu'un et vous voyez avec des sacoches, les gens sont curieux, vous demandent d'où vous venez, ce que vous faites, font confiance. Dans la vie, à une époque où tout le monde se méfie de tout le monde, où il y a une perte de confiance globale dans notre société, eh bien, on retrouve finalement un espèce d'élément comme ça, un peu hors du temps, hors de l'espace. Il faut vraiment le vivre pour ressentir toutes ces sensations. Et c'est qu'une envie de reproduire. Alors, bien sûr, on peut pas faire ce genre d'événement toutes les semaines parce qu'il faut caler ça dans une vie professionnelle, dans une vie de père de famille. Alors, en termes de préparation physique, je mettrais préparé, mais pas plus que ça. J'avais fait une planification 200 km par jour, sur 5 jours, 1000 bornes. C'était pas forcément la meilleure stratégie, puisque la première partie du parcours est assez plate. On fait essentiellement du bord du canal, des chemins blancs, des chemins très roulants. Et puis, à partir de J3, J4, là, on attaque le Massif central, tout ce qui va être le Cantal, les Cévennes. Donc, vraiment, où là, il y a beaucoup de dénivelé plus, où c'est plus engagé. À refaire, je ferai une stratégie un peu différente. Je partirai sans doute un jour de plus, pour pas forcément rouler moins vite au début parce que c'est sympa le canal de loin tout ça, mais c'est pas la partie la plus plaisante, mais pour avoir plus de temps dans la partie centrale parce qu'il y avait tellement de beaux paysages. Moi je suis un peu contemplatif aujourd'hui, il y avait énormément de moments où je voulais m'arrêter, je voulais prendre des photos, je voulais juste profiter en fait de l'instant, et comme j'étais tenu par le temps, eh bien je me suis un peu mis la pression à certains moments. Alors certains en commentaire me disent mais pourquoi t'as pas pris plus de temps? Tout simplement c'est la seule fenêtre que j'ai trouvée entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Je devais partir le mardi matin et je devais rentrer le samedi soir, c'était ou ça ou je ne faisais pas, donc j'ai fait en sorte pour que ça tienne dans ce rythme là et je l'ai tenu. C'est donc possible, mais sur la fin, j'ai quand même marné pour tenir, et c'est vrai que j'ai fini quand même assez fatigué à la fin, mais il faut dire qu'on a pris beaucoup de temps au début. Je dis on, puisque en fait avec Mr. Fall, le premier jour, au lieu de partir au petit matin, on est parti qu'en milieu de matinée, et en fait j'ai perdu 40-50 km comme ça. On s'arrêtait également plus tôt le soir, et j'ai pas réussi à rattraper en fait ces kilomètres, et surtout après dans le dénivelé, dans la partie plus technique. Ce qui fait que j'ai dû rouler une bonne partie de la dernière nuit pour tenir le temps. Maintenant également sur l'aspect mental, un autre questionnement auquel je veux répondre, pourquoi je fais ça. J'ai passé la cinquantaine, je lis beaucoup, notamment j'aime beaucoup les livres d'aventure, j'aime beaucoup Mike Horn. Et Mike Horn dit 2 choses qui m'ont beaucoup inspiré dans ce voyage et qui m'inspirent aujourd'hui beaucoup dans ma vie. Mike Horn dit, la première des choses, c'est que finalement une vie c'est assez court, dans le sens où une vie c'est, allez, 30-35 000 jours. À plus de 50 ans, voilà, j'en ai déjà grillé plus de 18 000. Il m'en reste peut-être 10 000, et quand je vois mes parents qui sont âgés, avec la santé qui va avec le grand âge, ça me pose aussi beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'en fait, le temps pour vivre des aventures, pour vivre des expériences, il m'est compté. Alors j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à accomplir. On peut faire des choses assez tard dans la vie, surtout le vélo, c'est un sport qu'on peut faire longtemps. Mais j'ai envie, et ça c'est la seconde phrase de Mike Horn, l'important n'est pas d'avoir une vie longue, mais une vie large. C'est-à-dire large en expérience, large en émotion. Et aujourd'hui, à ce stade de ma vie, c'est ce que j'ai envie de vivre. C'est la raison pour laquelle j'ai cette chaîne, c'est la raison pour laquelle je partage, c'est pour la raison pour laquelle j'aime faire du vélo, j'aime rouler, découvrir des nouvelles routes. Je dis souvent, aller sur des chemins que je n'ai pas encore arpentés. C'est aujourd'hui ce qui me motive. Avant, c'était la compétition, c'était faire une performance, c'était faire, griller des watts et faire des grosses moyennes de compteurs. Aujourd'hui, je m'en fous totalement de ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment vivre des émotions, vivre d'expériences, découvrir des nouvelles routes, des nouvelles personnes, rouler avec des abonnés. Il y a quelques semaines dernières, j'étais en Haute-Maurienne, j'ai découvert cette frontière entre l'Italie et la France, c'était absolument fabuleux. Dans le Challenge Tourmagne,
le moment où le petit matin, je roule dans l'Aubrac et il y a les salers qu'on sait, donc ces vaches marron avec ces grosses cloches, ça sonne de partout dans la montagne, mais ça c'est des émotions uniques et rien que pour ça, je repartirai parce que c'est vraiment fabuleux. Troisième partie, petite anecdote. Alors il y en a plein, j'ai fait beaucoup de belles rencontres. Je vais vous en raconter deux. La première, en fait, je suis arrivé en fin de journée dans une boulangerie. Ils m'ont donné, en fait, ils fermaient la boulangerie, ce qu'il leur restait. Donc ils avaient plein de choses qu'ils allaient sans doute jeter, donc des pâtisseries, etc. Et ils m'ont pas mal questionné parce que c'était une boulangerie familiale dans un tout petit village. C'était la 3e génération. Il y avait les grands-parents dans la boulangerie, les parents, les petits-enfants qui donnaient un coup de main. Ça, c'était juste une joie immense partagée. Et puis l'autre rencontre qui m'a beaucoup marqué, et ça m'a vraiment même touché émotionnellement. Je m'arrête dans un endroit pour manger et puis le serveur est un peu distant, un peu froid, un petit peu comme ça bougon et à un moment donné il vient vers moi, il me dit je m'excuse, je suis comme ça un petit peu bougon, mais je suis dans une période difficile. Puis sur le coup je dis pour écouter, oui, enfin je relève pas plus que ça si vous voulez, j'avais surtout très faim. Et puis là il me pose une question, il me dit est-ce que vous avez des enfants? Je lui dis oui, j'ai des enfants, j'en ai 3 personnellement, et vous? Et là il commence à me raconter que son fils est actuellement à l'hôpital, qu'il est plus que malade et qui va bientôt mourir. Et je m'avais ému là de vous en parler parce qu'en fait c'est quand on est parent, forcément on est touché par ça, par les enfants, on peut pas s'empêcher de faire une projection. Et quand il m'a raconté ça, moi j'ai pleuré avec lui, quoi. Ça m'a touché, quoi. Moi je dis c'est tellement dérisoire ce que je suis en train de faire. Je suis en train de pédaler à vélo et lui, son enfant est en train de mourir à l'hôpital. Voilà, si vous voulez, le décalage, et là vous vous dites mais c'est tellement futile ce que je fais par rapport au drame que vit cet homme. Alors du coup en fait on a parlé et du coup il m'a posé plein de questions et je crois pendant cet instant, c'est peut-être ces quarts d'heure, 20 minutes, cette demi-heure que j'ai passé dans ce restaurant, en fait je lui ai raconté plein de choses et du coup j'ai senti que ça l'a distrait et quand je suis parti, il avait le sourire. Alors peut-être pendant une demi-heure j'ai un petit peu peut-être allégé très modestement sa peine, mais en tout cas ça m'a beaucoup touché et rien que ça aussi ça fait partie du voyage à vélo. Dernier point pour conclure, le challenge Ultraman, je rappelle, c'est un challenge absolument gratuit. Il suffit d'aller sur le site, tous les liens sont sous la vidéo. Vous vous inscrivez, vous partez quand vous voulez, vous mettez le temps que vous voulez. 6-7 jours, c'est le bon timing qui permet de en profiter tout en avançant. Aujourd'hui, la personne qui l'a fait en moins de temps a mis 4 jours et j'ai vu que beaucoup d'entre vous le font dans les 6-7 jours. Je pense qu'honnêtement c'est le bon timing. Maintenant vous pouvez le faire plus, moins, ça dépend comment vous l'abordez, plus sportif ou plus contemplatif ou plus en profiter. En tout cas c'est une belle traversée de la France et je remercie Zephyr d'avoir fait cette trace. Et une nouvelle fois, si j'avais pas cette chaîne, si je m'étais pas lancé là-dedans, jamais il y a quelques années j'aurais fait ça. Donc je l'ai fait, je suis un mec normal, j'ai aucune qualité de plus que vous. Donc tous ceux qui se posent des questions, est-ce que je peux me lancer dans cette aventure? La réponse est bien évidemment oui. Il suffit de vous préparer physiquement, c'est-à-dire de rouler tranquillement, c'est pas la peine d'avoir de grosses performances, de rouler tranquillement, mais surtout régulièrement, d'être capable de passer quand même de longues heures sur le vélo, de bien réfléchir en amont votre stratégie, équipement, matériel, de vous renseigner autour de vous. Commencez peut-être par déjà tester 200, 300, 500 km, de passer déjà une nuit dehors, une nuit en bivouac pour voir un peu ce que ça donne. Vous pouvez le faire également en mode plus confort, c'est-à-dire tout simplement, vous roulez la journée et le soir vous arrêtez, vous dormez à l'hôtel. L'avantage c'est qu'au moins vous avez moins de matériel à emmener, vous avez une douche, un repas chaud, vous repartez le lendemain et c'est peut-être aussi une bonne façon de voyager. Allez, dites-moi dans les commentaires, tous ceux qui ont déjà fait le challenge, comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé pour vous, les expériences, les anecdotes, je trouve que c'est intéressant de les partager. Pensez à lâcher un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Vous, ça vous coûte pas beaucoup, mais c'est important pour que la vidéo soit bien vue. Mettez des commentaires et on poursuit comme d'habitude l'aventure à la fois sur le réseau Facebook, Instagram et tout ce qui va bien. Je vous souhaite une excellente semaine, un bel été, j'espère que vous roulez, que vous en profitez et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Alors je fais le rayon, tu fais le vieux. Quel beau